L'événement du jour, c'est donc ce bombardement à Kramatorsk. Et on va détailler dans un instant ce que l'on sait. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on peut reconstituer quand on voit le type de missile dont vous avez parlé tout à l'heure, la situation de Kramatorsk et évidemment l'offensive russe? Qu'est-ce qu'on peut dire? On est dans la zone, dans la future zone dans laquelle on va avoir une offensive massive de la part des Russes parce que simplement ils ont perdu la bataille de Kiev et ils se réorientent à minima pour gagner le Donbass. Donc là, on est sur une grande ville du Donbass de laquelle il y a un grand centre logistique. Cette gare est très importante pour approvisionner les premières lignes, mais évidemment pour faire perdre les civils. Là, ils ont utilisé un missile Tocha-U qui a une centaine de kilomètres de portée, qui a une capacité, il y en a différentes versions, mais qui peuvent avoir des sous-munitions, ou alors qui ont une explosion à peu près 500 kg d'explosifs, qui vont du coup faucher des personnes sur 100-150 mètres de rayon. Donc on peut toucher des milliers de personnes. Heureusement que ce n'est pas tombé directement sur la gare, c'était peut-être elle qui était visée, mais ces missiles ont une précision qui est relativement faible. On l'a vu déjà dans le début du conflit, les missiles russes ne tapent pas directement sur leur cible, ils ont vraiment des défauts en termes de précision. Et malheureusement, on peut que le regretter. Maintenant que les Russes disent « non, mais en fait, c'est pas nous ». On n'a pas ces missiles-là, mais c'est complètement faux. Ils en ont déjà utilisé par le passé, ils en ont déjà utilisé en Syrie, ils en utilisent dans d'autres endroits en Ukraine. Donc ils ne peuvent pas accuser l'Ukraine, parce que leur grand truc, c'est de dire à chaque fois, c'est pas nous, c'est les Ukrainiens qui font semblant de se faire tirer dessus pour nous accuser. Ou alors, il y a des cibles militaires qui sont proches, ou alors le bâtiment est utilisé par des militaires. Ici, il y a très peu de probabilité qu'on puisse défendre ça. C'est vrai que la veille, ils avaient déjà fait une frappe sur les voies de chemin de fer, parce qu'il y a une bataille de vitesse qui a été engagée. Il faut savoir que Kramatorsk, c'est l'endroit où il y a le quartier général de toutes les forces ukrainiennes dans le Donbass, depuis 8 ans. Puisque c'est là qu'ils se sont repliés et ils ont fait une vraie ligne Maginot. C'est une vraie défense et les meilleures troupes ukrainiennes sont là et résistent depuis 8 ans à l'offensive russe. Donc vous voyez bien que là, derrière, depuis Izium, ils essayent de l'encercler. Pourquoi? Parce qu'ils veulent couper toutes les capacités de renforcer Kramatorsk, que ce soit avec des armes, des munitions, des renforts. Et donc c'est ça qu'ils veulent faire, soit en attaquant depuis le nord d'Izium et en glissant derrière, parce qu'ils n'arrivent pas à passer en face en venant de l'Est, soit et parallèlement en bombardant dans les voies de chemin de fer, ce qu'ils ont commencé à faire dès hier. Et le problème, évidemment, c'est qu'on a commencé... Ça fait 48 heures qu'on les voit faire ça. Là, évidemment, en plus, ils se foutent complètement de savoir s'il y a des civils. Oui, c'est ça. Et c'est ça le véritable drame dans cette affaire. Mais Didier, vous qui connaissez bien ces conflits de guerre, on va vivre au rythme de ces massacres dans les jours qui viennent. Mais ça, malheureusement, ça ne va pas s'arranger. Ça va être de pire en pire. Tant que la guerre dure, c'est sûr. Ça va être de pire en pire, parce qu'on était à peu près dans une guerre qui ressemblait vaguement à une guerre de mouvement. C'est-à-dire on avait des colonnes dans le nord qui essayaient de dépasser, de déborder, etc. Bon, là, il y en a une vaguement qui essaye de le faire, mais on va rentrer dans une guerre d'attrition. Une guerre d'attrition, c'est une guerre où on amène beaucoup d'artillerie et on essaye de casser la colonne vertébrale, de la grignoter de celle de l'autre, ce qu'on a vu à Mariupol. Et là, on va la voir à l'échelle d'une région, sur 3 ou 4 villes. Parce que c'est pas des petites villes, ce sont des villes moyennes, avec quand même de grosses... 220 000 habitants, disait voilà, avec des grosses concentrations industrielles, avec beaucoup de gens qui vivent autour. C'est pas rien, le Donbass. C'était quand même un poumon économique extrêmement fort. Rappelez-vous, les chaftieurs, les mineurs du Donbass. Rappelez-vous, même dans l'imagerie soviétique, Kharkov, Kharkiv, enfin, on est dans quelque chose qui était très stalinien. Donc il y a du monde là-dedans. Xavier. C'est très très bien pour les défenseurs. Cette densité, ces forêts, même si les villes, c'est des villes de 200 000 habitants, mais finalement, même si elles sont vidées, pour les militaires qui vont continuer à se défendre, c'est comme Mariupol, il reste 3 000 à 3 500 militaires de la vie eux-mêmes des assaillants. C'est pour ça que ça tient. Et tant qu'on aura cette capacité de la population locale qui sait se battre, parce que maintenant on a des civils qui prennent les armes, tant qu'on aura cette défense territoriale qui est très efficace, et tant qu'on continuera à les alimenter en matériel, ça fait des mois, enfin ça fait plus d'un mois maintenant qu'on leur fournit du matériel de défense, notamment ces missiles, mais là ça commence à avoir du matériel lourd. Et ce que disait tout à l'heure, cette course de vitesse, la course de vitesse, c'est entre les Russes qui ont retiré une partie de leur armée pour attaquer sur le Donbass, mais surtout les Ukrainiens qui vont totalement se repositionner, et eux ils ont la chance d'avoir les lignes intérieures qui sont plus courtes que celles que vont devoir subir la Russie. Mais expliquez-nous vraiment ce qui est en train de se passer. Vous êtes le spécialiste vraiment des cartes. On va voir une carte que vous avez
construite. J'aimerais que vous nous expliquiez comment, parce que ça permet, c'est pas facile à lire, mais ça permet de dire ce qui se passe dans cette région de l'Ukraine. En fait, c'est intéressant qu'on puisse regarder jour par jour où se trouvent les Russes, à quel moment ils avancent, à quel moment ils reculent. Et ça permet de voir notamment les Russes qui sont piégés parce qu'ils ont trop avancé, parce qu'ils ont été pris sur leurs arrières. Et on voit toute cette partie nord qui finalement a été abandonnée par la Russie. Ça laisse énormément de matériel qui est disponible maintenant pour les Ukrainiens. On estime qu'il y a au moins 400 chars qui ont été abandonnés et qui sont maintenant disponibles. Quasiment 1000 matériels militaires qui sont à la disposition des Ukrainiens que les Russes n'ont pas pu récupérer en quittant Kiev. Donc du coup, tout ce matériel, évidemment, les Ukrainiens vont essayer de le remettre en condition, de le réorienter vers le Donbass pour lutter contre cette agression, contre cet assaut massif qui doit se faire là-bas, puisque politiquement, c'est devenu le seul objectif de Vladimir Poutine et de la Russie. Militairement, c'est une guerre qui est excessivement difficile. Ce que les Russes ont subi à Kiev, ils vont le subir en pire dans le Donbass, sauf que cette fois-ci, ils ne peuvent pas se permettre de reculer puisque c'est leur seul objectif officiel politique. Donc ça va se faire mètre par mètre, ça va être très douloureux, il va encore y avoir des milliers de victimes, et les Ukrainiens ont une chance, entre guillemets, c'est que malheureusement tout ce qu'on voit aujourd'hui leur donne raison dans le fait que, ils sont très bons, ils savent résister, ils arrivent à faire des contre-offensives qui sont victorieuses. On ne se permettait pas de donner du matériel lourd parce qu'on se disait, les Ukrainiens, c'est presque une cause perdue. Mais là, comme on voit comment ils avancent, quand on voit ces crimes contre l'humanité, on se rend compte que si les Russes gagnent, c'est une épuration ethnique. Et on commence à leur donner des tanks, des systèmes de défense aérienne lourds et tous ces missiles de dernière génération qui nécessitent quelques semaines d'entraînement, ils seront en train d'arriver sur le terrain. Les munitions rôdeuses, les Switchblade, ça peut faire la différence sur le terrain. Les missiles antiaériens de dernière génération, les Starstreak, on a vu qu'ils étaient déjà utilisés aujourd'hui. C'est certainement ça qui a permis d'abattre un Sukhoi 35. Donc même si les Ukrainiens n'ont plus les moyens lourds de défense aérienne, on leur a donné des moyens légers qui compensent largement. C'est plus qu'une techno-guérilla, ils sont vraiment efficaces, ils peuvent gagner des batailles encore générales. Souvenons-nous de l'armée russe en Afghanistan. Qu'est-ce qui a fait reculer l'armée russe en Afghanistan, si ce n'est les missiles Stinger donnés par les Américains ce qui sera les talibans quelques années plus tard. Également, un deuxième aspect qui les a fait reculer, ce sont les comités de merde de soldats russes. Donc une opinion publique quand même qui compte un peu. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement de soldats, moins qu'aujourd'hui en fait, puisqu'il y a eu environ 15 000 soldats russes tués en Afghanistan. Et là, nous en sommes probablement au même niveau. Probablement au même niveau, oui. Plus les blessés, ça fait environ 50 000 soldats mis hors de combat. Et on va parler dans un instant des pertes précisément chez les soldats russes. Mais je vous interromps. Et donc, c'est pour ça que je parlais d'un remplacement tout à l'heure, et donc non pas de recrutement, mais de l'appel des réservistes pour venir compenser ces pertes, de façon effectivement à avoir une masse suffisante d'environ 120 000 à 150 000 hommes pour pouvoir attaquer le Donbass, sans lesquels, effectivement, je pense qu'il n'arrivera pas à percer, compte tenu des matériels dont dispose aujourd'hui l'armée ukrainienne. Quand on pense au matériel qu'ils récupèrent sur le terrain, la vraie difficulté, c'est de les remettre en état, c'est d'avoir le nombre d'équipages suffisant. Parce qu'avoir un char, c'est bien. Si on n'a pas un équipage pour l'armée, c'est plus compliqué. Et si ce char, on ne sait pas tirer ou faire tirer un char, sabloter ne serait-ce qu'un canon par rapport à une lettre de tir, c'est encore plus compliqué. Jackie Lebas, vous êtes toujours avec nous en direct. Vous entendez ce débat avec cette dimension un peu théorique de commentaires militaires. Vous l'avez vécu sur place à Jytomyr. De quelle manière ? Tout à fait. Et ce que je voudrais rajouter, c'est qu'actuellement, ce qui fait la force de cette armée un petit peu héroïque, il faut employer le mot, c'est que ces jeunes Russes arrivent avec ce matériel très impressionnant, comme disaient les spécialistes tout à l'heure, mais ils arrivent complètement démotivés. La plupart ne savent pas très bien ce qu'ils font là. Et il y a beaucoup de choses pour les démotiver. Alors que l'armée ukrainienne, cette armée qui est composée d'une part de militaires, de réservistes et tous ces civils qui se sont levés spontanément pour défendre leur pays, il y a d'un côté une armée qui est là, qui subit et qui va, on pourrait dire un peu en reculons dans son esprit. Et il y a aussi ce peuple qui, lui, défend sa terre. Il a une toute autre volonté et ça en fait des véritables guerriers. Quand ils se disent les descendants des Cosaques, eh bien c'est vrai qu'actuellement ils sont extrêmement farouches. Ils y vont, ils sont puissants, efficaces. Et moi, je suis toujours impressionné, je l'ai vu de mes propres yeux, des jeunes gens participer à des ateliers de cocktails Molotov, les jeunes femmes qui apprenaient à manipuler la Kalachnikov, les grands-mères qui faisaient des filets de maquillage, de camouflage. C'est absolument incroyable. Je ne sais pas ce que ça peut peser dans le combat. J'aimerais avoir l'avis d'un spécialiste militaire.
Mais moi, je suis toujours étonné de voir avec quelle volonté ils se redressent, ils se relèvent, ils ne veulent pas dormir, ils ne veulent pas reculer, ils veulent y aller et ils veulent sauver leur Ukraine, ce petit pays qui était finalement indépendant que depuis 30 ans. Les Russes dont vous parliez, les jeunes Russes dont vous parliez, Jackie, merci d'avoir été avec nous. Beaucoup meurent, on ne sait pas très bien combien, mais beaucoup. Oui, le dernier bilan officiel des pertes russes remonte au 25 mars dernier. On parlait alors, côté Kremlin, de 1351 morts et 3825 blessés. On se souvient que le journal russe proche du Kremlin, comme Somalskaya Pravda, proche du Kremlin, donc avait lui fait fuiter dans un article en ligne un bilan, avant d'en effacer toute trace, qui faisait état de 9861 morts. Le Pentagone, lui, estimait que les Russes avaient entre 7 000 et 15 000 hommes tués au 24 mars. Côté ukrainien, on poussait même à 18 500 le nombre de Russes tués. Côté russe, donc moins de 1000 morts, disait-on, il y a 2 semaines. Toujours est-il que Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, a communiqué, lui, sur l'état de son armée aujourd'hui. C'est une tragédie, et nos soldats font de leur mieux pour mettre fin à cette opération. Nous espérons y parvenir dans les jours qui viennent. Dans un futur proche, l'opération atteindra ses objectifs, ou bien nous y mettrons fin après des négociations entre les délégations russes et ukrainiennes. Alors, côté des pertes matérielles, selon le site de chercheurs néerlandais dont je vous parle, on va voir si vous avez les mêmes chiffres, Xavier Titelman. Le bilan est aussi lourd. Près de 2500 engins détruits, nous disent ces chercheurs néerlandais, dont 427 chars, 20 avions, 32 hélicoptères. Et donc, ces chercheurs néerlandais, ils en font le décompte depuis le début de l'offensive russe, à l'aide de clichés, notamment le matériel qui est volé, capturé ou détérioré. Vous avez les mêmes chiffres, Xavier Titelman? 2614 véhicules et blindés, donc on est plus ou moins sur le même ordre de grandeur. Maintenant, ce ne sont que ceux qui sont visibles et qui sont partagés sur les médias sociaux, donc c'est la face émergée de l'iceberg. Il y en a certainement beaucoup plus. Et surtout qu'il faut regarder que ce sont quand même les troupes d'élite qui ont été complètement décimées en voulant prendre Kiev. Les troupes qui ont été retirées, il y a probablement la moitié qui ont été complètement décimées. On avait les Spetsnaz, on avait les troupes aéroportées, on avait les parachutistes et on avait énormément de Tchétchènes. Donc vraiment, l'élite de l'armée est partie. Et on le voit maintenant, simplement, il y a une mine qui explose, ils fuient, ils s'échappent de leurs blindés, ils vont se cacher dans les bois. Quand on regarde les assauts et les pièges qui sont en train d'être tendus, ils ont perdu toute confiance en eux. Je veux dire, les Ukrainiens ne sont pas sûrs de perdre. Bien sûr. Les Russes ne peuvent pas gagner dans le sens où ils ne peuvent pas obtenir leurs objectifs du début. Ils peuvent effectivement occuper le sud, peut-être que militairement les Ukrainiens ne pourront pas le reprendre, mais aujourd'hui il n'y a pas de certitude qu'ils puissent même maintenir leur position actuelle. Les Ukrainiens sont de plus en plus armés, les Russes sont certainement à bout, il y a des renforts qui arrivent, il y a de nouveaux matériels qui arrivent. Je comprends tout à fait la position. On ne veut pas négocier quoi que ce soit tant qu'on n'a pas vu jusqu'où on était capable de reprendre notre propre territoire. Avec un mental d'acier, disait Jackie, de l'habitant de Jitomir tout à l'heure. Il disait le mental, ça fait beaucoup. Hein. On est d'accord, ça aussi, chez les Ukrainiens. C'est indispensable. Général, quelle est l'action qui peut être menée là? Est-ce que là, les Russes sont sur leur terrain? Est-ce que l'aide occidentale peut être efficace pour lutter, ou est-ce qu'au fond, là, ils sont imbattables? Ah non, ils ne sont pas du tout imbattables. L'objectif initial de Poutine, c'était bien le Donbass. Il l'a annoncé à plusieurs reprises. Donc effectivement, il va concentrer tous ses moyens pour arriver à le prendre, et il va essayer d'encercler les 30 000 à 40 000 soldats ukrainiens, parce qu'il a parlé de démilitarisation. Et je pense que ça serait l'occasion pour lui de dire on démilitarise les soldats qu'on a fait prisonniers, qui sont encerclés. Ce que je crains et qu'il n'a pas forcément mesuré, c'est l'esprit de résistance ukrainien. Et la capacité des Occidentaux, effectivement, à alimenter en armes suffisantes de destruction des chars et des avions, des hélicoptères. Et de même, la vraie problématique pour moi, c'est l'artillerie russe que Vladimir Poutine va faire utiliser massivement. Est-ce que les Ukrainiens sont capables de détruire par des tirs de ce qu'on appelle de contre-batterie cette artillerie? Ça, je ne sais pas.